Lorsque vous pensez à la plage, la première chose effrayante qui vous vient à l'esprit, ce sont probablement les requins, n'est-ce pas? Ces pauvres bougres ont la mauvaise réputation d'être les grandes brutes de l'océan. Mais honnêtement, ils causent beaucoup moins de fatalités que les méduses, les algues et même le sable. Chaque année, des tonnes de gens se rendent à la plage pour profiter du soleil et se détendre près des vagues. Mais creuser des trous dans le sable peut s'avérer très risqué. En février 2024, un incident tragique s'est produit. Une fillette de 7 ans s'est retrouvée piégée à la suite de l'effondrement d'un trou d'environ 1,5 mètre de profondeur qu'elle avait creusé avec son frère. Malgré les efforts des passants pour la secourir, les secours sont arrivés trop tard. Vous pensez peut-être que creuser dans le sable est inoffensif, mais les trous profonds peuvent constituer un piège mortel. Le sable se définit par sa taille, et non par son matériau. Le sable de plage est généralement constitué de quartz, mais les régions tropicales peuvent être recouvertes de sable corallien. Le poids du sable dépend de ce dont il est fait. Le quartz pur est assez léger, environ 1044 kg par mètre cube sec, mais les sables plus mélangés peuvent être beaucoup plus lourds. Lorsque le sable est humide, il conserve bien sa forme. Mais une fois sec, c'est une toute autre histoire. Si vous creusez un trou et que le sable sèche, il risque de s'effondrer. Le danger augmente considérablement si quelqu'un se tient près du bord. Le poids de la personne rend le trou encore plus instable. Une fois que le sable commence à tomber, il remplit toutes les poches d'air, ce qui rend la respiration difficile pour les personnes piégées à l'intérieur. Sauver une personne dans un affaissement de sable n'est pas chose aisée. Le sable est lourd et ne cesse de s'effondrer. Les sauveteurs doivent donc agir rapidement. Dans l'idéal, ils disposent de 3 à 5 minutes avant que la personne piégée ne suffoque. Si vous vous retrouvez un jour dans une telle situation, il est conseillé d'exposer la bouche de la personne pour qu'elle puisse respirer pendant que quelqu'un d'autre travaille à la dégager. Si vous vous rendez à la plage, faites preuve de discernement en ce qui concerne les trous. La meilleure règle est de ne jamais creuser un trou plus profond que les genoux de la personne la plus petite de votre groupe. Il est également conseillé de combler les trous une fois que vous avez fini de jouer. Quelqu'un pourrait trébucher facilement dans un trou oublié, et même un trou peu profond peut causer des blessures. Entre 1997 et 1207, les trous dans le sable ont coûté la vie à 31 personnes aux États-Unis. Oui, en 10 ans seulement. Vous vous souvenez que je vous ai dit que les requins étaient responsables de moins de décès? De 1997 à aujourd'hui, en 27 ans, 29 personnes ont trouvé la mort prématurément aux États-Unis à cause des requins. Se rendre à la plage et n'y trouver qu'un tas d'algues? Une vraie déception. Mais si certaines algues sont tout à fait acceptables, même à déguster, d'autres peuvent me présenter de graves risques pour la santé, même si vous ne faites que vous en approcher. Les proliférations d'algues, ou marées rouges, se produisent lorsque les algues se développent de manière débridée. Ces efflorescences peuvent libérer de vilaines toxines qui sont néfastes pour les humains, les poissons, les crustacés et même les oiseaux. L'une des efflorescences algales les plus connues se produit presque chaque été sur la côte du golfe de Floride. Même celles qui ne sont pas toxiques peuvent perturber l'écosystème. Lorsque les algues se flétrissent et se décomposent, elles consomment tout l'oxygène de l'eau, laissant la faune et la flore marine littéralement à bout de souffle. Il faut absolument éviter de consommer des coquillages provenant de zones touchées par ces proliférations d'algues toxiques. En 1990, 6 pêcheurs ont failli connaître une fin tragique après avoir englouti des moules cuites à la vapeur qu'ils avaient ramassées près de Cape Cod, dans le Massachusetts. La baignade dans ces eaux ne présente pas toujours un risque sérieux pour la santé, mais elle reste déconseillée. Certaines personnes peuvent souffrir d'irritations cutanées ou de démangeaisons oculaires. Veillez également à ne pas vous baigner à proximité de poissons morts, car les bactéries nocives peuvent proliférer. Et si vous commencez à vous sentir bizarre après être entré dans l'eau, il est préférable de sortir et de vous rincer à l'eau douce immédiatement. Vous savez, ce n'est pas toujours un facteur spécifique qui rend certaines plages dangereuses. Parfois, les plages elles-mêmes sont pleines de surprises. Prenez par exemple Etty Bay ou Mission Beach en Australie. Vous aurez probablement à partager le sable avec des cassoars, les oiseaux les plus intimidants de la planète. Imaginez que vous vous apprêtiez à vous détendre et à prendre un bain de soleil, et que vous découvriez ces oiseaux géants incapables de voler, non loin de votre serviette. Ils ressemblent aux émeus, mais en plus effrayants. Ils peuvent peser plus de 72 kilos et peuvent être un peu agressifs. Alors méfiez-vous. Si ces oiseaux ne vous font pas peur, les plages de sable noir de Kilauea pourraient être bien faire l'affaire.
Elles ont l'air accueillantes, mais ces plages se trouvent juste à côté de l'un des volcans les plus actifs au monde, le mont Kilauea, qui est en éruption depuis 1984 et déverse sa lave brûlante dans l'océan. Mais ces eaux chauffées ne sont rien en comparaison de certaines plages hawaïennes. Se baigner à Hanakapiai Beach, sur la côte de Napali à Kauai, est une très mauvaise idée. La plage est tristement célèbre pour ses courants puissants, qui peuvent vous entraîner au large en un instant. Si vous vous retrouvez pris dans l'un de ces courants, vous serez très vite emporté à 10 km du rivage le plus proche. Les registres officiels font état d'au moins 30 décès, mais un panneau situé sur place en dénombre plus de 80. Les courants d'arrachement tirent l'eau vers le large et peuvent rapidement entraîner des personnes et des objets loin des eaux peu profondes, situées près des plages. En général, ils se déplacent à une vitesse comprise entre 1,6 et 3,2 km par heure, mais ils peuvent atteindre les 8 km par heure. Les meilleurs nageurs professionnels ne sont pas aussi rapides. Ces courants sont particulièrement violents lorsque le ressac est important. Mais il ne faut jamais sous-estimer une étendue d'eau. Vous pouvez également trouver des courants d'arrachement à l'embouchure des rivières, dans les estuaires, et même à proximité des jetées. Il peut être difficile de les repérer. Si vous remarquez une zone d'eau agitée à la surface de l'océan, il s'agit peut-être d'un courant d'arrachement. Ces courants ne sont pas propres à un endroit particulier. On en trouve partout dans le monde. À Playa Zipolite, au Mexique, à Fraser Island, en Australie. La liste est longue. Un autre danger lié à l'eau est celui des vagues de bord. Il s'agit de vagues violentes qui viennent s'écraser directement sur la plage, souvent sur le sable. Imaginez la force d'une voiture venant s'écraser sur votre corps. C'est un peu ce que l'on ressent lorsqu'on rencontre une vague de bord. Ces vagues peuvent causer de graves blessures, en particulier au cou et à la colonne vertébrale, même si elles n'ont pas l'air énormes. Hawaï est réputé pour ses intenses vagues de bord, en particulier dans des endroits comme Keiki Beach, où les surfeurs se lancent à l'assaut du vent à la recherche de sensations fortes. Si vous vous rendez sur une plage hawaïenne, gardez un œil sur les vagues de bord et guettez toujours les sauveteurs. Les personnes qui aiment nager, jouer ou plonger dans l'océan sont souvent victimes de piqûres de méduses. Leurs longs tentacules libèrent du venin par l'intermédiaire de milliers de petits dards acérés. Cependant, pour nous, les humains, ce venin n'est généralement pas très grave. Oui, c'est très désagréable, car la brûlure peut être intense et notre peau rougira un peu. Mais c'est tout. Vous ne verrez même plus la zone piquée au bout de quelques jours. La plupart des piqûres de méduses guérissent d'elles-mêmes en quelques jours ou semaines, moyennant quelques soins maison, même si elles peuvent parfois déboucher sur des symptômes beaucoup plus graves. Toutefois, si vous vous trouvez dans les eaux côtières du nord de l'Australie et de la région Indo-Pacifique et que vous vous faites piquer par une méduse, vous risquez d'avoir de gros ennuis, mes amis. En effet, c'est dans cette région que vivent les méduses boîtes. Et elles ne plaisantent pas. Certaines personnes les ont à juste titre baptisées guêpes de mer. Ce sont probablement les méduses les plus dangereuses et les plus toxiques au monde. Leur piqûre est incroyablement atroce, à tel point que certaines victimes ont fait un arrêt cardiaque avant même d'avoir pu atteindre le rivage. Selon la rumeur, ces méduses seraient responsables de la mort de près de 80 personnes en Australie depuis que l'on a commencé à les répertorier. Alors, comment les reconnaître? Contrairement aux méduses ordinaires, les méduses boîtes sont bleu pâle et transparentes. Elles doivent leur nom au fait. Un voyage à Hawaï qui pourrait bien être votre dernier? C'est exactement ce qui est arrivé à David Potts, venu à Maui pour passer un peu de temps avec sa petite amie. Nous savons tous que l'océan peut présenter de nombreux dangers. Courants, requins, algues toxiques, et même un trou dans le sable qui semble inoffensif mais qui peut mettre fin à votre vie en seulement quelques secondes. Les geysers maritimes peuvent également être très dangereux. Le problème, c'est qu'on en parle assez peu, et que beaucoup de gens ne savent donc pas qu'il vaut mieux les éviter. Je vais vous expliquer ce qu'est un geyser maritime. Vous connaissez tous les grottes marines, n'est-ce pas? Comme toute autre formation géologique, elles peuvent s'agrandir. Si elles s'étendent vers le bas et vers le haut, elles se transforment en des puits verticaux, avec une ouverture à la surface. Pour l'instant, tout semble normal. Il n'y a aucun danger particulier, n'est-ce pas? Cependant, les choses deviennent inquiétantes lorsque ces puits commencent à subir une compression hydraulique. Dans ce cas, l'eau de mer est libérée par un orifice situé au sommet du puits. Le résultat, un geyser. C'est pourquoi ces formations géologiques portent le nom de geyser maritime. La hauteur du jet peut varier en fonction de la géométrie de la grotte et de l'ouverture, ainsi que du niveau de la marée et des conditions de houle.
Alors, que s'est-il exactement passé pour David qui a trouvé la mort prématurément à Hawaï? Ceux qui ont eu la malchance d'être témoins de cet horrible incident ont déclaré que M. Potts avait été vu en train de danser autour d'une de ses ouvertures. Il s'en était dangereusement approché, à quelques centimètres seulement. Certaines personnes ont même affirmé qu'il jouait avec les jets d'eau qui jaillissaient haut dans le ciel. Puis il a soudainement disparu dans les airs. Comme on l'a découvert plus tard, il était tombé dans une ouverture. Aucune déclaration officielle n'a été faite concernant le décès de M. Potts, mais il n'a jamais été retrouvé, ce qui signifie que son sort ne fut un mystère pour personne. L'histoire s'est déroulée en 2011. Il ne reviendra donc malheureusement jamais. La grande question est la suivante. Qui est responsable de cette tragédie? Il n'y avait aucun panneau d'avertissement. David ne pouvait donc pas savoir à quel point ce divertissement innocent était dangereux. De plus, des témoins affirment que le sol était glissant. Tout porte donc à croire qu'il s'est agi d'un accident. Cependant, bien que la plupart des touristes connaissent la réputation de cette zone, ils continuent de la visiter. La tragédie de David n'a pas servi de leçon. Alors, comment se protéger si l'on se trouve à proximité d'un geyser maritime? Le mieux est de se tenir à bonne distance. Si l'on est aspiré, les chances de survie sont pratiquement nulles. Pour comparaison, les chances de survivre à un événement tel qu'un tsunami sont plus élevées. Par exemple, lors d'un tsunami de 30 cm de hauteur, vous avez 0,01% de risque de ne pas survivre. Même avec 1 mètre d'eau, lorsque vous ne pouvez littéralement plus tenir debout, la probabilité d'y rester est seulement élevée. Les geysers maritimes, en revanche, ne vous laissent aucune chance. Ils vous aspirent, et vous ne revenez plus jamais. Mais comment fonctionnent ces trous terrifiants? Les geysers maritimes se forment le plus souvent dans des endroits où il y a des crevasses. Un bon exemple de crevasse est un tunnel de lave. Un tunnel de lave est un canal naturel créé par le mouvement de la lave provenant d'un évent volcanique et qui s'est déplacé sous la surface solidifiée d'une coulée. Lorsque la lave à l'intérieur du tunnel s'écoule, une grotte se forme. Ces tunnels se trouvent souvent le long des lignes de faille. Une faille est une fracture plate dans la roche où un déplacement important s'est produit en raison du mouvement rocheux. Les failles majeures de la croûte terrestre sont causées par des forces tectoniques et se forment souvent aux endroits où les plaques se touchent, comme celles que l'on trouve dans les zones de subduction. Le mouvement rapide de ces failles actives génère la plupart des tremblements de terre, bien que certaines failles puissent se déplacer lentement sans provoquer d'activité sismique. On appelle alors cela un glissement aséismique. Le deuxième élément est constitué par de puissantes vagues. Lorsqu'elles frappent la côte, l'eau s'engouffre dans ces crevasses. Mais comme la pression à l'intérieur est très forte, elle jaillit sous forme d'embrun. Pour être honnête, c'est un véritable spectacle, car ces jets d'eau s'accompagnent d'un bruit particulièrement intense, ce qui rend ce phénomène très attrayant pour les touristes. Bien sûr, ces formations n'existent pas uniquement à Hawaï. Le geyser maritime le plus populaire se trouve loin de Maui, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Il y a là une petite ville appelée Kiama, qui compte environ 15 000 habitants. Cependant, ce petit endroit attire des milliers de visiteurs grâce à son geyser, qui porte lui aussi le nom de Kiama. Ce nom a une signification particulière. Il signifie littéralement « là où la mer rugit ». Vous vous souvenez? Les geysers maritimes sont généralement accompagnés d'un bruit particulier. La ville de Kiama vit littéralement de cette formation géologique exceptionnelle qui attire jusqu'à 900 000 touristes chaque année. Il doit y avoir quelque chose de spécial à voir en dehors de ce trou, n'est-ce pas? Sinon, autant de personnes ne seraient même pas prêtes à dépenser leur argent durement gagné pour se rendre là-bas. Le geyser en question peut projeter de l'eau jusqu'à 25 mètres dans les airs. Croyez-moi, si vous vous approchez de cet endroit, vous serez complètement trempé. Ce n'est pas surprenant, car il s'agit du plus grand geyser au monde. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'une fois à l'intérieur du geyser, il n'y avait pas de retour possible? Ce n'est pas tout à fait vrai. Scott Gutterson s'est en effet aventuré à l'intérieur de Kiama pour l'étudier, et il y a même découvert une chambre secrète. Lorsqu'il est descendu pour la première fois tout au fond, il a trouvé 2 statues en bronze, des cannes à pêche, des chapeaux, un vélo, et même de l'argent. Cependant, n'oubliez pas que M. Gutterson est un professionnel et que vous ne devez jamais reproduire ses exploits. Ce n'est pas le seul geyser que la ville de Kiama a à offrir. Il y en a une autre que l'on appelle le Little Blowhole, en raison de sa forme étroite. L'avantage, c'est qu'il est moins risqué de le visiter que son grand frère, mais il offre des vues tout aussi spectaculaires.
Ces deux geysers sont toutefois un peu éloignés l'un de l'autre. Le grand se trouve à quelques mètres seulement de la côte, tandis que le petit est situé à environ 1,5 km plus au sud. Parfois, ces phénomènes naturels sont associés à des légendes amusantes. Nous, les gens modernes, nous pouvons expliquer pourquoi l'eau jaillit du sol. Nous connaissons les mécanismes et la logique qui se cachent derrière ce phénomène. Cependant, dans l'ancien temps, les gens étaient beaucoup plus superstitieux, et il était non seulement plus facile d'expliquer divers phénomènes en les attribuant à des forces surnaturelles, mais c'était aussi parfois la seule explication possible en raison du manque de connaissances et d'équipement. C'est ainsi que la Bufadora, un grand geyser maritime mexicain, a hérité de sa belle légende. Les gens croyaient autrefois qu'une baleine était piégée dans la pointe rocheuse et qu'elle soufflait de l'eau pour attirer l'attention de ses congénères. Avec le temps, la baleine s'est transformée en pierre et elle est restée là pour toujours. Personne n'y croit plus vraiment au XXIe siècle, mais cette légende contribue à attirer des touristes du monde entier, ce qui réjouit beaucoup les habitants. En effet, la Bufadora est située dans une petite ville à 27 km au sud d'Ensenada, et le geyser aide à créer des emplois. Les habitants ont ouvert des boutiques de souvenirs et des restaurants, et à un moment donné, il y avait environ 150 commerces en activité non loin du célèbre geyser. Nous avons dit que la Bufadora était un geyser maritime, et bien qu'il en ait toutes les caractéristiques, ce n'est pas exactement vrai. La Bufadora, en effet, ne dispose pas de source thermale et ne peut donc pas être qualifiée de geyser à proprement parler. Son jet d'eau résulte de l'expulsion, vers le haut, de l'air emprisonné dans une grotte marine. Pour que cela se produise, une vague doit pousser l'air dans la grotte. Cette vague, comprimée puis libérée, prend la forme d'un jet d'eau caractéristique qui s'élève puissamment dans les airs. C'est vraiment spectaculaire. Ces jets peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Ils ont également leur propre fréquence, qui dépend de plusieurs facteurs. À la Bufadora, l'intervalle entre deux éruptions est de 13 à 17 secondes. En décembre 2014, un quartier entier de Budapest s'est trouvé recouvert de cristaux de glace. Les arbres de la zone n'ont pas pu supporter une telle pression et ont commencé à ployer sous leur poids. Il s'agissait d'un phénomène effrayant que l'on appelle le brouillard de glace. Lorsqu'il se produit, la température chute considérablement, gelant tout alentour, un peu comme les détraqueurs dans la saga d'Harry Potter. Et tout cela grâce à un chassé-croisé de température. Il n'affecte pas seulement le mobilier urbain, mais crée également des piliers fantomatiques et des halos qui brillent dans le noir. Le brouillard de glace se compose de minuscules cristaux de glace. Lorsque la température chute en dessous de moins 10 degrés Celsius, les gouttelettes d'eau dans l'air gèlent et se transforment en cristaux. Jusqu'ici, elles demeurent à l'état liquide, à moins qu'elles ne trouvent quelque chose sur quoi geler. Le brouillard de glace se forme généralement dans les régions les plus froides du monde, comme l'Arctique ou l'Antarctique. Budapest était pour le moins inattendu. Les gaz chauds et humides émis par les véhicules et les avions peuvent également créer du brouillard givrant. Un avion décolle par une journée froide, et bam, il dégage tellement de brouillard givrant que l'avion suivant ne peut rien y voir. Cela se produit parfois. Ce n'est pas la même chose que le poudrin de glace néanmoins, qui est lorsque des cristaux épars tombent d'un ciel clair. Ils se forment lorsqu'il y a beaucoup d'humidité, quasiment 100%, et que la température de l'air descend bien en dessous de 0 degré. Cela crée des cristaux de glace en suspension dans l'air, qui finissent par se déposer sur différentes surfaces. À noter que les premiers pionniers du Grand Nord pensaient que ces cristaux pouvaient pénétrer dans leurs poumons et leur causer bien des problèmes. Il existe de nombreuses autres formations de glace tout aussi fascinantes, telles que la fleur de givre. Elle se produit lorsque l'air est froid, mais que le sol n'a pas encore totalement gelé. La sève à l'intérieur des tiges des plantes se dilate lorsqu'elle gèle, ce qui les fait éclater. Une fois que cela se produit, le liquide s'écoule, rencontre l'air givré et se transforme en fines couches de glace, créant de belles formations en forme de pétales ou de rubans. Les lumières de séisme sont un autre phénomène étrange et unique. Lorsqu'un puissant tremblement de terre de magnitude 8,1 a frappé le Mexique en 2017, d'étranges images de lueurs vertes et bleues dans le ciel commençaient à se répandre sur Internet. Ces fameuses lumières sismiques mexicaines n'ont fait qu'ajouter au mystère. De même que la foudre en boule, les lumières de séisme sont assez rares et tout aussi prodigieuses que difficiles à appréhender pour les scientifiques. Ce qui complique les choses, c'est que les observations de lumières autour des tremblements de terre ne semblent pas toutes concorder. Il existe de nombreux mythes et théories sur ce phénomène. Les lumières peuvent se décliner en de nombreuses formes et couleurs, et de nombreuses formes. En étudiant notre passé, les historiens ont isolé 65 récits mentionnant de telles apparitions, dont certains remontaient jusqu'au XVIIe siècle. Le 12 novembre.
1988 par exemple. Des gens ont signalé qu'une sphère violette lumineuse flottait le long du fleuve Saint-Laurent au Québec, 11 jours seulement avant un puissant tremblement de terre. À Pisco, au Pérou, le phénomène a pris la forme d'éclairs lumineux qui ont été capturés par les caméras de sécurité en 2007, peu avant un tremblement de terre de magnitude 8. Et en 2009, avant un autre séisme en Italie, à L'Aquila, les gens ont observé des flammes vives d'une dizaine de centimètres danser au-dessus des rues pavées. Pourtant, des débats persistent quant à la réalité de ces lumières sismiques. L'Institut d'études géologiques des États-Unis se montre prudent, car on ignore si ces témoignages individuels autour du moment et du lieu d'un tremblement de terre relevaient vraiment du phénomène en question. Au cours d'une étude, des scientifiques ont émis l'hypothèse que ces lumières pourraient être causées par les charges électriques relâchées par des types de roches spécifiques lors d'une activité sismique, un peu comme si on actionnait une batterie dans la croûte terrestre. Certaines roches, comme le basalte et le gabbro, présentent de minuscules défauts cristallins. Ils pourraient potentiellement libérer ces charges électriques. Les chercheurs ont estimé que les conditions nécessaires à l'apparition de telles lumières n'étaient réunies que dans moins de 0,5% des séismes dans le monde. Cela pourrait expliquer leur rareté. Ils ont également noté que les lumières avaient tendance à apparaître plus souvent avant ou pendant les tremblements de terre qu'après. Une étude antérieure suggérait que la pression tectonique pourrait entraîner un effet piézoélectrique, où les roches contenant du quartz génèrent de puissants champs électriques lorsqu'elles sont comprimées. Toutefois, l'étude des lumières sismiques demeure difficile car elles sont imprévisibles et de courte durée. Il est temps de parler de ces mystérieux halos qui apparaissent soudain autour de la Lune ou du Soleil. Vous vous promenez avec un ami et soudain, vous l'apercevez. C'est un avertissement de Dame Nature. Une tempête de neige ou de pluie se prépare. Ces halos se forment lorsque des milliards de minuscules cristaux de glace dans les nuages réfractent la lumière du Soleil. Résistez à la tentation d'admirer ce prodige à l'œil nu. Cela peut endommager vos yeux. Prenez des lunettes de soleil et observez-le pendant une quarantaine de minutes tout au plus. La nature nous envoie encore bien d'autres avertissements précoces. Si la mer se retire mystérieusement, révélant des coraux et des poissons, un tsunami pourrait être en approche. Faites également attention aux courants d'arrachement sur la plage. Et les requins pourraient s'aventurer plus loin qu'à l'accoutumée s'ils fuient une tempête. Vous sentez vos cheveux se dresser et vos bijoux vibrer, c'est la foudre qui pourrait s'abattre à proximité. Cherchez vite un abri. Les avalanches, les orages verts et les lacs proches des volcans présentent tous des dangers potentiels. La mer croisée est tout aussi dangereuse. Et pratiquer la spéléologie pendant une pleine lune pourrait bien vous coûter la vie. Si l'océan devient brun-rouge, évitez d'y nager. Il pourrait y avoir des algues toxiques dans l'eau. Les animaux détectent aussi les catastrophes. S'ils se comportent de manière étrange, prêtez-y attention. Une fascinante lueur bleutée se manifeste autour des îles Matsu lors des nuits d'été. Elle est causée par de minuscules créatures lumineuses, les dinoflagellés. Les touristes adorent observer ce spectacle, mais il y a un inconvénient. Il est toxique et gagne en ampleur chaque année, comme l'a révélé une étude. Malgré son aspect enchanteur, le phénomène est nuisible. Une équipe d'océanographes a exploité des données satellites pour suivre sa progression sur 19 ans. Après avoir analysé près d'1 millier d'images, ils ont conclu qu'il s'étendait vers des eaux plus profondes. Malheureusement, cette expansion présente une menace pour la vie marine. Les larmes bleues de Matsu peuvent empoisonner les poissons et les tortues de mer et même affecter la santé humaine. Bien que les dinoflagellés ne soient pas nuisibles en eux-mêmes, leur régime composé d'algues toxiques libère des composés chimiques nocifs dans l'eau. Ce processus épuise également l'oxygène, mettant en danger la faune marine. La cause principale est incertaine, mais la pollution provenant de l'agriculture pratiquée le long du fleuve Yangtze semble jouer un rôle crucial. Le ruissellement agricole introduit des nutriments qui alimentent cette floraison. Pendant la construction du barrage des Trois Gorges, l'ampleur du phénomène a diminué lorsque le débit du fleuve a réduit. Puis, après l'achèvement du barrage et le retour d'un courant puissant, elle a repris de plus belle. Les chercheurs prédisent que ces larmes bleues continueront de s'étendre, posant une menace constante pour la vie marine et produisant des eaux de plus en plus lumineuses. Un vent katabatique se produit lorsque de l'air froid et dense descend le long d'une pente montagneuse en raison de la gravité. Ces vents peuvent être puissants, atteignant parfois la vitesse d'un ouragan, mais cela reste rare. Contrairement aux autres vents descendants, les vents katabatiques tels que la Bora de l'Adriatique ou le vent de Santa Ana en Californie proviennent de l'air qui refroidit dans les hauts reliefs comme les plateaux ou les montagnes. Au fur et à mesure que l'air descend,
Il se réchauffe et sa température dépend de sa région source. En Antarctique, les vents katabatiques jouent un rôle crucial dans la formation des champs de vent. Et dans cette région, de même qu'au Groenland, ils peuvent être particulièrement intenses et atteindre la force d'un ouragan. Ils contribuent à des phénomènes uniques, comme les vallées sèches de McMurdo en Antarctique, et sont associés au redouté Willie Woos qui balaie l'archipel de la Terre de Feu et l'Alaska. Le feu de Saint-Elme est un phénomène naturel qui mérite d'être mentionné. Il se produit pendant les orages ou les éruptions volcaniques, lorsqu'un puissant champ électrique règne autour de la zone. Il produit une lueur violette ou bleutée autour des mâts des navires, des arêtes des avions ou des objets pointus. Cette lueur est causée par les molécules d'air ionisé et est la plus visible dans des conditions de faible luminosité. Il s'agit d'une forme de plasma qui se manifeste lorsque le champ électrique autour d'un objet provoque l'ionisation des molécules d'air. Cela peut se produire pendant les orages, car il y a de fortes différences de tension entre les nuages et le sol. Les objets saillants facilitent l'apparition du feu de Saint-Elme car le champ électrique s'y trouve plus concentré. Les couleurs que vous voyez, que ce soit bleu ou violet, proviennent de la fluorescence de l'azote et de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. C'est similaire à la façon dont fonctionnent nos lampes à néon, mais avec des gaz différents. Et de la Grèce antique à la Chine du XVe siècle, ce phénomène a été observé tout au long de l'histoire. Lorsqu'un éclair illumine le ciel, il libère quelques 300 millions de volts, soit l'équivalent de la tension combinée de 25 millions de batteries automobiles. Certains disent que vous avez plus de chances d'être frappé par la foudre au cours de votre vie que de remporter la loterie. Et les statistiques semblent prouver cet adage, car chaque année, environ 28 habitants des États-Unis se font effectivement électrocuter par les cieux. Nos infrastructures peuvent également être affectées par la foudre. C'est parce qu'elle se focalise généralement sur les structures les plus élevées des alentours. Mais dans certaines conditions, elle peut également s'abattre en plein champ. Les scientifiques se sont donc réunis pour imaginer une sorte de paratonnerre laser qui pourrait y remédier. Cette invention unique pourrait rendre les orages électriques un peu plus supportables, car elle est en mesure de protéger une zone beaucoup plus grande qu'un paratonnerre ordinaire. Et elle est très flexible. Les paratonnerres classiques fonctionnent comme des aimants pour cette puissante charge électrique. Ce sont de hauts dispositifs métalliques, généralement placés au sommet des bâtiments. Lorsqu'une tempête approche, cette tige offre un chemin facile à suivre pour la foudre, l'empêchant de frapper d'autres parties de la structure. Le paratonnerre est également relié au sol par un fil conducteur qui aide le courant électrique à se décharger en toute sécurité dans le sol. Ce dispositif protège le bâtiment et tous les gens qui s'y trouvent en redirigeant l'énergie électrique ailleurs. Nous n'employons des paratonnerres que depuis les 300 dernières années, suivant l'expérience de Benjamin Franklin. Mais ils ne sont pas indestructibles. Lorsqu'il s'agit de protéger de vastes espaces, comme les aéroports, ils demeurent insuffisants. C'est parce qu'ils ne peuvent couvrir qu'une zone proportionnelle à leur hauteur. Voici en quoi ce nouveau paratonnerre amélioré pourrait nous être utile. Lorsque le laser frappe le ciel, il laisse derrière lui une traînée d'air surchauffé que l'on appelle plasma. De la même manière qu'un sculpteur trace des sillons dans l'argile, le laser crée des canaux dans l'air. Ces canaux deviennent alors le nouvel itinéraire privilégié par la foudre, la guidant jusqu'au sol. Cette nouvelle méthode a été testée dans les Alpes suisses en 2021 et les résultats semblaient pour le moins prometteurs. Ces lasers comportant néanmoins leurs propres inconvénients. Ils ne sont pas toujours disponibles et nécessitent une certaine préparation. C'est parce qu'ils doivent être activés avant que l'éclair ne frappe. Si vous vous y prenez une seconde trop tard, c'est raté. De plus, une fois que le laser s'interrompt, l'air perd rapidement sa conductivité. Cela signifie que ce paratonnerre laser pourrait ne pas avoir assez de puissance pour guider l'éclair en toute sécurité. Une solution pourrait être de mesurer les champs électriques autour d'une certaine zone, dans le but de prédire où la foudre pourrait frapper. Toutefois, ces nouveaux paratonnerres ont encore besoin d'être testés et généreusement financés. L'Agence spatiale européenne a découvert une autre façon d'exploiter la technologie laser, transformer la poussière lunaire en route. Nous pourrions faciliter considérablement nos futures missions d'exploration lunaire si un faisceau laser pouvait accomplir ces travaux difficiles, permettant aux astronautes de rouler autour de la Lune. Cette découverte pourrait également aider à résoudre un autre problème, la poussière lunaire qui s'accroche à tout ce qu'elle touche. Ces routes lunaires peuvent sembler un défi insurmontable pour l'instant, puisque nous n'avons pas visité notre satellite depuis 1972.
Mais lorsque les futurs astronautes alluniront à nouveau, ils ne comptent pas simplement se promener sur de petites distances. Il sera alors utile de leur permettre d'être motorisés. Ainsi, ils pourront explorer de plus grandes zones. Le problème est que cette maudite poussière lunaire est extrêmement fine, abrasive et collante. Au cours des missions Apollo, elle a obstrué l'équipement, érodé les combinaisons spatiales et même causé la surchauffe d'un rover. C'est pourquoi les scientifiques tentent de bombarder une poussière lunaire simulée au moyen de lasers. Ce projet a employé un laser de 12 kW pour faire fondre de la fausse poussière de Lune en une surface solide et vitreuse. Parfaite pour les routes lunaires. Le plan n'est pas d'envoyer un énorme laser sur la Lune. Ce dispositif que l'on teste ici sur Terre est comme un substitut pour le Soleil, reproduisant ce que l'ensoleillement lunaire pourrait accomplir. L'idée serait à terme de concentrer la lumière solaire en utilisant une grande lentille à la surface même de la Lune. Certaines expériences ont été conduites jusqu'à présent avec différentes tailles de laser, démontrant qu'un faisceau plus large rendait l'ensemble du processus plus homogène. Au lieu de petits granulés fondus, on a obtenu une couche stable de poussière de Lune vitrifiée sur laquelle il est plus facile de conduire. Il en a résulté un matériau vitreux, légèrement cassant et capable de résister aux forces descendantes. Et même s'il se fissure, il reste réparable. Le faisceau laser a été utilisé pour créer des sections de route en forme de triangle qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle et forment des surfaces solides sur le sol lunaire. Si tout se passe comme prévu, nous obtiendrons ainsi des routes lunaires composées de triangles imbriqués. Ce type unique de chaussée lunaire pourrait également offrir une solution au moment de l'alunissage. Les lasers peuvent également servir à collecter des informations sur des civilisations depuis longtemps disparues. La découverte de cités mayas a toujours été ardue pour les chercheurs qui arpentent la péninsule mexicaine du Yucatan. Pendant des décennies, les experts ont estimé qu'aucune civilisation ancienne n'aurait pu prospérer dans cet environnement difficile. Cependant, des avancées technologiques telles que la télémétrie par la lumière et le scanner au laser nous montrent que CE pourrait ne pas être le CA. La technologie LIDAR peut venir en aide aux archéologues, en particulier dans les zones difficiles d'accès. C'est comme si nous équipions nos ordinateurs d'une paire d'yeux. Le système tout entier fonctionne comme une lampe torche, qui envoie de petits faisceaux lumineux sous forme de pulsations laser. Ces faisceaux rebondissent sur des objets tels que les arbres et les bâtiments pour finalement revenir au point d'émission. Le LIDAR mesure combien de temps il faut à la lumière pour revenir, dressant ainsi une carte des environs. Lorsqu'une voiture autonome ou un robot veut savoir où il se trouve, il a recours au LIDAR pour envoyer ses faisceaux lumineux. En déterminant combien de temps ils mettent à revenir et où ils frappent, la voiture ou le robot est en mesure de comprendre ce qui l'entoure, ce qui lui permet de se déplacer dans la nuit ou le brouillard sans heurter quoi que ce soit. Et c'est grâce à cette technique qu'une équipe de recherche a découvert l'immense cité maya d'Ocumtún. La technologie LIDAR a aidé les chercheurs à cartographier le sol de la jungle, révélant des structures cachées. Cependant, quelqu'un devait encore confirmer toutes ces découvertes à pied, mais le voyage vers Ocumtún n'était pas particulièrement difficile. La région, assez éloignée de l'aéroport le plus proche, est essentiellement inexplorée et accessible seulement par d'anciens itinéraires de chasse et de coupe forestière. Le terrain dense a rendu l'expédition difficile, obligeant l'équipe à consacrer jusqu'à 2 semaines pour couvrir à peine 50 km. Mais l'effort a porté ses fruits, révélant des structures monumentales comme une grande acropole et des formes intrigantes, laissant deviner un marché ou un temple. Le LIDAR est également embarqué à bord des astromobiles que nous utilisons pour explorer d'autres planètes. Cela permet aux robots que nous envoyons là-bas de se repérer dans leur environnement sans directives humaines. Cette technique nous aide également à déterminer le meilleur emplacement pour nos panneaux solaires, ce qui rend la satisfaction de nos besoins en énergie plus rapide et moins coûteuse. Nous pourrions également être en mesure d'utiliser les lasers pour prédire comment un volcan va se comporter. Ces structures sont chargées de magma, la roche en fusion qui s'infiltre vers le haut à partir des entrailles de la Terre. Lorsqu'un volcan fait éruption, une réaction chimique se produit, transformant le magma en CE que nous appelons de la lave. Les spécialistes à l'origine de cette nouvelle utilisation du laser considèrent le magma comme le codage informatique des volcans. Il révèle des informations sur la manière dont un volcan pourrait entrer en éruption. C'est parce que toutes les éruptions ne produisent pas de lave. Et même si c'était le CA, il en existe différents types distingués par leur fluidité. Le magma est comme un mélange de liquide, de gaz et de cristaux qui s'agitent à l'intérieur du volcan.
De nombreux éléments entrent en jeu avant une éruption volcanique. Il est donc difficile d'étudier et de comprendre cette chimie complexe. Pour s'y retrouver un peu mieux, les scientifiques bombardent le magma refroidi, la matrice rocheuse, au moyen d'un laser. Tout comme ceux que l'on utilise parfois en chirurgie oculaire. Cela rend les composants chimiques plus faciles à étudier. Cette dernière méthode au laser a été utilisée sur des échantillons provenant d'une éruption de 2021 qui s'est prolongée sur 85 jours. Elle a recouvert plus de 10 km², crachant des tonnes de lave qui ont détruit plus de 1000 habitations et forcé plus de 7000 personnes à évacuer. Pour éviter que de tels événements ne se reproduisent, les scientifiques ont besoin de plus de données. Il est vrai que les tremblements de terre et les glissements de terrain aident les spécialistes à prévoir comment un volcan pourrait se comporter. Mais en apprendre un peu plus sur sa chimie peut s'avérer d'autant plus. Ces déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime abord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé, mais d'autres resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste... Ce n'est pas une peluche, mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ses branches semblent s'apparenter aux bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovi, ou Cholla urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant, mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'il présente, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser, et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives, mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chances de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km/h. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leur ennemi de leur poitrine. Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celles-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal. Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela,
Le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas, il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapit dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans une telle situation, mais tâche de te calmer. La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides, mais il s'agit d'une espèce distincte, les Solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive, et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 km/h. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Ces araignées sont nocturnes et essaient d'éviter le soleil pendant la journée, de sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée, mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit, surtout si tu fais un feu. Les Solpugidae courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de ces araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète, l'amblypyge, ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées, mais n'a pas de glandes à venin et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses deux griffes avant, 2 fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper. Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblypyge essaie donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblypyge peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblypyges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison. Car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo, mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des États-Unis, le Centruroide sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Cette dangereuse bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie. Le Texas abrite certains des animaux les plus étranges, les plus effrayants et les plus insolites dont tu aies jamais entendu parler. Cela peut paraître surprenant, mais cet état regorge de créatures que tu ne verras pratiquement jamais ailleurs. Jetons donc un coup d'œil aux plus étonnantes d'entre elles. Cette magnifique bête d'un bleu éclatant est appelée le dragon de mer bleue. Malgré ce nom impressionnant,
Cette créature est en fait minuscule. Elle n'est généralement pas plus grosse qu'un raisin. Tu peux le trouver sur la plage ou flottant à côté de toi dans l'eau. Mais n'oublie pas une chose. Aussi jolie que soit cette petite limace, ne la touche jamais. Un touriste a repéré quelques-uns de ces jolis dragons sur le rivage de l'île Mustang. Il s'est approché de l'un d'eux pour le filmer. Heureusement, il l'a remis à l'eau avant qu'il ne puisse le piquer. Sinon, cela aurait pu mal se terminer, car le dragon bleu des mers est venimeux. Malgré leur taille minuscule, leur piqûre peut être très puissante. Tout cela à cause de leur régime alimentaire. Leur plat préféré est la galère portugaise. Une méduse dont le venin est suffisant pour paralyser les petits poissons et les crustacés. Les dragons bleus utilisent d'abord du mucus pour neutraliser les fameuses cellules urticantes de la méduse. Ensuite, ils volent ces cellules dans les tentacules de la galère portugaise, les stockent et les concentrent dans leur propre tissu. Elles libèrent ensuite ces cellules urticantes au contact, ce qui rend leur piqûre plus puissante, voire pire que celle de la galère portugaise elle-même. Ces créatures impressionnantes sont également extrêmement sournoises. Même si leur apparence est pour le moins éclatante, elles sont des grands maîtres du déguisement. En effet, cette couleur bleu vif se trouve en fait sur leur ventre. Lorsqu'elles flottent sur le dos, elles se fondent dans l'eau. Quant à leur dos, il est gris pour camoufler ces animaux sur le fond marin. Et maintenant, un fait amusant. Un groupe de petits dragons flottant ensemble s'appelle une flotte bleue. Autre info. Les dragons bleus pondent normalement une série d'environ 16 œufs, qui mettent quelques 3 jours à éclore pour devenir des larves. Les dragons de mer bleue atteignent rarement le rivage. Ils ont un corps mou, et lorsque les animaux traversent enfin la zone de déferlement et sont déposés sur le rivage, ils sont déjà en morceaux. Mais attention, même dans ce cas, le venin contenu dans leur corps ne se dissipe pas. Mais bien sûr, les dragons de mer bleue ne sont pas les seuls animaux insolites qui peuplent le Texas. Regarde donc cette créature cauchemardesque, vénéneuse, visqueuse et quasiment immortelle. Je te présente le ver-marteau. Et le pire ? Il se cache peut-être dans ton jardin pendant que tu regardes cette vidéo. Tu peux facilement reconnaître ce ver à sa tête effrayante en forme de pic. Il ne ressemble à aucun autre invertébré que tu connaisses, ni à aucune autre créature. Au début, on ne le trouvait que dans l'est du Texas. Mais par la suite, les chercheurs ont repéré ces créatures qui font froid dans le dos dans le nord, le centre et le sud du Texas, c'est-à-dire partout sauf dans les zones arides de l'ouest du Texas. L'un des aspects les plus terrifiants de ce ver est sans doute sa longueur. Cette créature peut atteindre une longueur de 30 cm. Heureusement, de tels géants ne sont pas très courants. La plupart des vers à tête de marteau ne mesurent que 15 cm. Au Texas, on peut rencontrer 2 espèces de ces vers, toutes deux dotées d'une bande sombre au milieu. La plus grande de ces 2 espèces se nourrit de vers de terre, ce qui constitue un problème important. Tu sais peut-être que les vers de terre jouent un rôle important dans le maintien d'un sol riche en minéraux et globalement sain. S'ils disparaissent, les plantes de CS région ne recevront pas les nutriments dont elles ont besoin. Même pour les humains et les animaux domestiques, rencontrer un ver-marteau n'est pas non plus une expérience des plus agréables. Les marteaux sont les seuls invertébrés terrestres qui sécrètent une neurotoxine très dangereuse, la même que celle produite par les poissons globes. Grâce à la taille du corps humain, toucher un ver-marteau ne te fera pas trop mal. Mais il peut quand même provoquer des picotements dans la main, voire l'engourdir. C'est beaucoup plus dangereux pour les animaux domestiques. Il est arrivé que des chiens mangent des vers à tête marteau et se sentent malades toute la journée. Il est intéressant de noter que ces vers sont originaires d'Asie du Sud-Est. Mais ils ont dû apprendre à faire de l'autostop puisque, au début des années 1990, on les trouvait déjà aux États-Unis. Garde à l'esprit que si tu veux te débarrasser d'un ver-marteau, ce qui est la meilleure chose à faire, la pire idée est de le couper avec une pelle. En effet, les vers se reproduisent en se découpant en 2. Ainsi, en le coupant, tu multiplies en fait la population de vers, en transformant un ver en 2. C'est la raison pour laquelle les requins-marteaux sont parfois décrits comme immortels. Ce qui est un peu exagéré puisque ces créatures ne peuvent pas survivre au vinaigre ou au sel. Même si tu es à l'abri du ver-marteau dans l'ouest du Texas, cela ne veut pas dire que tu ne risques pas de rencontrer un autre animal dangereux, comme le pisse-vinaigre.
Ces creatures sont également connues sous le nom de uropiges. Et ce ne sont pas de vrais crustacés. Ce sont des arachnides. Qui l'aurait cru? Quoi qu'il en soit, ces bestioles à 8 pattes ont une morsure vraiment désagréable. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Ce sorte de homard terrestre, prépare-toi, pulvérisent avec leur queue de l'acide à 85%, semblable à du vinaigre. La plupart du temps, elles le font pour se protéger. Mais c'est tout de même un geste peu amical, n'est-ce pas? Une langouste peut également pincer un doigt qui s'est approché trop près avec ses grosses excroissances buccales. À la base de leur abdomen, les pisse-vinaigres ont une longue queue en forme de fouet. C'est pourquoi ces arachnides sont souvent appelés whip-scorpions, bien qu'ils ne soient pas apparentés aux scorpions et qu'ils n'aient pas de dents. Les pluies d'été attirent ces arachnides hors de leur terrier à la recherche de nourriture et d'amour. Heureusement, les experts affirment que ces fausses langoustes ne sont pas toxiques pour l'homme, mais elles risquent fort de faire un peu de mal avec leurs grandes pinces qu'elles utilisent pour capturer les insectes. Les pisse-vinaigres peuvent être considérés comme utiles car ils mangent des mille-pattes, des grillons, des scorpions et des cafards. Ils chassent en détectant les vibrations de leur proie à l'aide de leurs longues pattes avant. Comme ces bestioles préfèrent sortir à la nuit tombée, il est peu probable que tu en vois une à la lumière du jour. Mais si tu tombes sur l'une d'entre elles, regarde-la bien. S'il s'agit d'une femelle, il se peut qu'elle porte 7 petits sur son dos. Maintenant, imagine que nous sommes au milieu du printemps et que tu te promènes au milieu des fleurs et de la verdure. Soudain, tu aperçois quelque chose d'extrêmement bizarre sur le sol. L'animal a l'air mignon, duveteux et doux. L'envie de le toucher est irrésistible. Mais attention, la piqûre de la chenille velue peut être très dangereuse. Il s'agit de la chenille de Monsieur Opercularis. Il existe plusieurs espèces de chenilles urticantes au Texas. La chenille de la tête, la chenille de la limace du chêne épineux, la chenille de la selle et la chenille de la teigne de Io. Le fait de toucher l'une d'entre elles peut avoir des conséquences désagréables. Si tu as touché cette jolie chose velue dans le parc, tu ressentiras probablement une sensation de brûlure et développeras une éruption cutanée qui va te gratter. Dans le pire des cas, tu devras même te rendre aux urgences. Le principal problème est que les gens réagissent très différemment aux toxines des chenilles. Certaines personnes peuvent développer des réactions plus graves que d'autres. En outre, la gravité des conséquences dépend également de l'épaisseur de la peau dans la zone touchée. Dans la plupart des cas, les sensations désagréables et l'éruption cutanée disparaissent en quelques heures ou parfois en quelques jours. Le bon côté des choses, c'est que ces chenilles se transforment ensuite en papillons de nuit et en papillons qui contribuent à la pollinisation des fleurs et des arbres. Se débarrasser de ces bestioles n'est pas un bon service à rendre à sa région. Les spécialistes sont convaincus que la rencontre avec une chenille urticante n'entraînera rien de grave si l'on garde à l'esprit la règle suivante. Si une chenille a l'air floue, ne la touchez pas. Et la meilleure solution pour faire face à ces créatures est d'éduquer les gens sur ce que sont ces chenilles, à quoi elles ressemblent et pourquoi il est dangereux de les toucher avec des mains non protégées. Il était une fois un jeune garçon qui s'affairait à creuser un immense trou dans la plage. Mais la situation prit rapidement une tournure dramatique. Le trou s'effondra soudainement, emprisonnant le garçon jusqu'au cou dans le sable, tel un cornet de glace humain. Heureusement, ses parents réussirent à empêcher le sable d'entrer dans sa bouche. Les services de secours ne tardèrent pas à intervenir et, après plusieurs tentatives, l'enfant fut enfin dégagé. Les spécialistes soulignent que le sable est une matière instable et difficile à maîtriser lorsqu'on la manipule. Ainsi, la leçon à tirer de cet incident est claire. Profitez de la plage et amusez-vous, mais si vous envisagez de creuser un trou suffisamment grand pour y entrer, veillez à en limiter la profondeur et choisissez judicieusement l'endroit. Cet incident n'est malheureusement pas isolé. Creuser des trous profonds dans le sable comporte des risques, pouvant aller jusqu'à des accidents mortels. D'après une étude, plus de 50 cas d'effondrement de trous de sable ont été recensés à travers le monde, dont plusieurs ont entraîné des décès. Évitons donc de devenir la prochaine victime d'une tragédie évitable. Voici donc quelques recommandations d'experts pour garantir votre sécurité. Ne creusez jamais un trou plus profond que la hauteur des genoux de la personne la plus petite de votre groupe et veillez à reboucher tout trou avant de quitter les lieux, de jour comme de nuit. De plus, évitez de creuser à proximité des dunes ou du rivage, zone souvent empruntée par les véhicules de secours. Puisque nous avons commencé par les trous sur la plage,
Abordons maintenant les affaissements de terrain. Ces affaissements, aussi appelés dolines ou avens, se comportent comme des maîtres du camouflage à la surface de la Terre. Tantôt imposants, tantôt discrets, ils surgissent souvent sans prévenir. C'est un peu comme le jeu du chasse-taupes, sauf qu'ici, ce ne sont pas des taupes que l'on guette, mais de véritables gouffres. Ces phénomènes sournois se développent au fil des années et nécessitent des conditions et des processus bien spécifiques. Mais alors, quel est le mystère de ces affaissements ? Ce sont en fait des dépressions naturelles ou des cavités qui apparaissent à la surface de la Terre en raison de la karstification. Et qu'est-ce que la karstification, me demanderez-vous ? Elle se produit lorsque les substrats de la croûte terrestre sont solubles, comme s'ils possédaient une faiblesse cachée, l'eau jouant ici le rôle d'une véritable kryptonite. Bien que les dolines se forment lentement, elles ont ce côté imprévisible, un peu comme cet ami bizarre qui surgit toujours là où on ne l'attend pas. Fait intéressant, le Xiaoxietiankeng, un gouffre monumental de plus de 660 mètres de profondeur, détient le titre de gouffre le plus profond et le plus vaste au monde. Si certains chercheurs pensent qu'un impact de météorite en est à l'origine, d'autres estiment qu'il s'est formé sur une période de 128 000 ans, sous l'action de rivières souterraines qui ont progressivement érodé le calcaire environnant. Quoi qu'il en soit, ce gouffre est véritablement stupéfiant. Les locaux le connaissaient depuis des générations, mais ce n'est qu'en 1994 que le reste du monde en a appris l'existence, suite à une expédition britannique. Ce site abrite plus de 1200 espèces de plantes et d'animaux, dont certaines sont peu communes, comme le Ginkgo biloba ou la panthère nébuleuse. Durant la saison des pluies, une cascade s'y déverse, alimentant un réseau de rivières souterraines et de grottes, et créant ainsi un véritable monde à part. Parlons maintenant des orages de grêle. Considérez-les comme la façon qu'a la nature de crier « gare » de la manière la plus brutale qui soit. La grêle, c'est comme de la pluie glacée sous stéroïdes, et lorsqu'elle se met à tomber, il vaut mieux se mettre à l'abri. Bien que les orages de grêle ne durent généralement pas plus d'un quart d'heure, ils peuvent en causer de sérieux dégâts en un temps record, affectant les bâtiments, les véhicules et les cultures. Ils peuvent même couper les lignes électriques et abattre des arbres. Si vous êtes malchanceux et vous retrouvez à découvert en pleine tempête, l'expérience pourrait bien vous donner l'impression d'être un flipper vivant. Voici quelques raisons pour lesquelles les orages de grêle représentent un véritable danger. Prudence, pilote. Si vous trouvez que les turbulences sont déjà redoutables, imaginez traverser un orage de grêle en plein vol. En 2018, un avion s'est écrasé dans le nord du Mexique après avoir été pris dans une tempête de grêle. Heureusement, tout le monde à bord a pu s'en tirer indemne. La grêle ne représente pas uniquement un danger pour les avions, mais aussi pour les automobilistes. Imaginez-vous sur l'autoroute lorsqu'un impact soudain éclate votre pare-brise en une multitude de fragments. La visibilité devient quasi nulle et la chaussée se transforme en une surface glissante. Les agriculteurs, quant à eux, subissent de plein fouet les effets des tempêtes de grêle. Ces rafales violentes et ces grêlons peuvent ravager les cultures, laissant derrière eux des plants saccagés et des écorces arrachées. En quelques minutes à peine, des mois de dur labeur peuvent être anéantis, engendrant des pertes considérables. Lorsque l'été arrive, qui n'aime pas s'adonner aux joies du soleil, se prélasser sur le sable ou dompter les vagues? Attention toutefois aux courants d'arrachement. Ces puissants canaux, étroits et rapides, sont omniprésents le long des côtes et sur les rives des grands lacs d'Amérique du Nord. Leur vitesse peut excéder les 2 mètres par seconde. Face à un courant d'arrachement, il est fréquent que les baigneurs paniquent et tentent de regagner la plage en ligne droite, ce qui est une erreur qui risque de les épuiser, voire pire. Alors, que faire si vous êtes pris au piège? La clé est de garder votre calme et d'éviter de lutter contre le courant. Nagez plutôt parallèlement à la côte, puis revenez progressivement vers la terre ferme en biais. Petite précision. Le ressac et les courants de retour ne sont pas à confondre. Les courants de retour désignent un type particulier de courant, provoqué par le déplacement rapide de la marée à travers des passages comme les estuaires et les ports. Les glissements de terrain constituent un autre danger imprévisible. Les montagnes, bien qu'elles donnent l'impression d'être immuables et robustes, ne sont pas aussi stables qu'elles en ont l'air. Ne vous laissez pas duper par cette apparente solidité. Les glissements de terrain peuvent se produire en tout lieu et à n'importe quel moment. Ils surviennent lorsque d'importantes quantités de terre, de roches
et de divers débris sont secoués et commencent à dévaler une pente. Cela peut être causé par des précipitations abondantes, des tremblements de terre, ou même sans raison apparente, simplement parce que le sol cède sous la pression accumulée. Mère Nature n'a pas fini de nous surprendre. Commençons par les coups de chaleur, un phénomène météorologique plus brûlant qu'une rasade de Tabasco. Contrairement aux orages ordinaires, les coups de chaleur nécessitent des conditions atmosphériques très précises pour se produire. Pour qu'un coup de chaleur se produise, il faut qu'un air très sec descende depuis de hautes altitudes, et qu'aucune précipitation ne s'évapore. Quand ces conditions sont réunies, cela engendre un souffle de chaleur d'une telle intensité qu'on pourrait croire voler vers le soleil. Cet air, non seulement brûlant, est également si sec qu'il assèche tout sur son passage, y compris la végétation la plus vulnérable. Avez-vous déjà entendu parler des tourbillons de feu, également surnommés tornades incendiaires? Il s'agit d'un vortex composé de flammes et de cendres, capable d'absorber des débris ainsi que des gaz combustibles. On peut le considérer comme une sorte de mini-tornade alimentée par un brasier déchaîné. Ces phénomènes débutent généralement par un tourbillon de vent visible à travers la fumée. Ils se forment lorsque la chaleur ascendante se combine avec des conditions venteuses, générant des tourbillons d'air. Parfois, ces tourbillons deviennent si puissants qu'ils créent un vortex semblable à une tornade, attirant tout ce qui se trouve sur son passage. Il arrive que l'on désigne un tourbillon de feu sous d'autres appellations, comme firenado ou tempête de feu. Toutefois, ces termes font souvent référence à des phénomènes distincts, où un incendie d'une intensité suffisante peut engendrer une véritable tornade. Les tourbillons de feu se caractérisent par le fait que leur vortex ne s'étend pas nécessairement du sol jusqu'aux nuages. Même lorsqu'ils atteignent cette hauteur, ils ne sont généralement pas considérés comme des tornades classiques, car leur formation diffère. Ces phénomènes peuvent également atteindre des températures très élevées, allant jusqu'à 1000 degrés Celsius. Les tourbillons de feu ont tendance à se former lors d'incendies de forêt ou de tempêtes de feu, surtout quand le vent est suffisamment fort pour générer de grands vortex. Les plus imposants peuvent être gigantesques, et sont même capables de déraciner des arbres de 15 mètres de haut. Voilà donc 7 phénomènes naturels hors du commun. Avez-vous déjà fait l'expérience de l'un d'eux? N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire.